Donc je parlerai surtout des problèmes pour lesquels je suis supposé avoir une compétence, mais comme j'interviens depuis 30 ans dans le débat public autour de la procréation assistée, je me permettrai aussi d'évoquer certains aspects pour lesquels je ne suis pas spécialiste, mais auxquels j'ai été confronté. D'abord, je voudrais dire que de façon inédite, les états généraux de la bioéthique qui se déroulent actuellement font la part belle au libéralisme éthique. Et beaucoup des intervenants dénigrent les humanistes, tous suspectés d'intégrisme catho, même s'ils sont athées comme moi-même, et relégués dans la case des ringards. Nous n'avions jamais vécu un mépris aussi brutal des valeurs élaborées au cours des siècles et qui servaient de repère il y a seulement une génération. Ainsi, la saison bioéthique 2018 s'est ouverte sur un sondage révélant que 64% des Français seraient favorables à la gestation pour autrui, ce qui démontrerait que l'opinion est largement en avance sur la loi, d'autant que la révision législative ne prévoyait pas la GPA à son programme. Pourtant, cette affirmation largement colportée est inexacte, puisque 46% des sondés n'accepteraient la GPA que pour des raisons médicales, c'est-à-dire dans le cas de femmes privées d'un utérus fonctionnel. Et c'est donc seulement 18% des Français qui estimeraient légitime la demande des couples homosexuels pour recourir à l'allocation d'une mère porteuse. Le Forum européen de bioéthique, commanditaire de ce sondage, est une manifestation importante, organisée annuellement par un gynécologue de Strasbourg, Israël Nizan, qui n'est pas encore arrivé, partisan déclaré de la GPA et d'autres pratiques controversées. Habituellement, les acteurs de l'assistance médicale à la procréation y confrontent leur point de vue en public. Pour sa 8e édition, ce forum, en 2018, a réuni des personnalités inévitables, comme le président du Comité national d'éthique, avec la plupart de ceux qui exigent de larges ouvertures de la loi, mais en l'absence de tout opposant. La palme revient à la session du forum consacré au transhumanisme, entièrement pilotée et animée par l'association francophone transhumaniste. Les médias ne sont pas en reste, qui ouvrent largement leurs pages et leurs antennes aux mêmes acteurs et commentateurs de l'AMP qui militent pour la GPA, pour le droit à l'insémination avec sperme de donneur à toutes les femmes, pour la sélection plus sévère des embryons ou pour la planification des grossesses grâce à la conservation des ovocytes. Cette rupture soutient la modernité libérale contre la culture des Lumières, l'assistance technique contre l'autonomie, l'exigence individuelle contre le bien commun. C'est pourquoi il faut visiter les promesses de la biomédecine à vocation post-humaniste à l'aide de quelques principes encore valides, même pour ceux qui ne figurent pas dans la loi, et en osant une analyse lucide et indépendante. Parmi ces principes figurent les droits des femmes. Or, avec l'allocation d'utérus, qualifiée abusivement de gestation pour autrui, il s'agit le plus souvent d'exploiter successivement les corps de deux femmes. La première pour produire les ovules, à grand renfort d'hormones et actes gynécologiques. La seconde pour porter l'embryon pendant 9 mois avant de l'abandonner au commanditaire. Ce cumul de 2 contributions féminines, plutôt que l'insémination directe de la mère porteuse, permettrait de limiter le risque d'appropriation par cette dernière de l'enfant, puisqu'il lui est génétiquement étranger. Pourtant, certains prétendent que la GPA aurait une version éthique où les intervenantes ne seraient animées que par l'altruisme. Si cela existe, il n'est pas nécessaire de mobiliser les institutions médicales et éthiques. De tels arrangements furent possibles depuis le début des temps et n'ont rien à voir avec de prétendus progrès de la science. Quand les femmes ont obtenu de haute lutte le droit à l'IVG, c'était pour assumer leur liberté de vivre complètement, liberté qu'une procréation non désirée aurait entravée. Il n'existe pas de droit des femmes s'il aliène d'autres femmes, et la GPA éthique que revendiquent certaines ne correspond qu'à un esclavage policé. Un autre principe concerne les droits des enfants, puisque celui-ci, l'enfant, constitue la finalité même de l'AMP. Outre le maquillage de la maternité dans la GPA, des pratiques autorisées permettent de concevoir délibérément un enfant orphelin de ses racines génétiques à l'issue du don anonyme de gamètes et au mépris du droit à connaître ses origines qui figure dans la Convention internationale des droits de l'enfant. L'anonymat du donneur de sperme en insémination artificielle, l'IAD, a été institué en France par les banques de sperme il y a plus de 40 ans, puis ratifié par les lois de bioéthique en 1994.
Il apparaît, avec le recul, ce qui était prévisible, la création de situations psychologiques insupportables qui peuvent amener ces enfants à rechercher et découvrir leurs géniteurs grâce à Internet. Aussi, la réalité des nouvelles possibilités offertes par le net vient soutenir la demande de levée d'anonymat du donneur, pourvu que celui-ci en soit prévenu avant la conception. Les arguments pour le maintien de l'anonymat, qui sont la menace sur la paix des ménages, la crainte de raréfaction des donneurs, ces arguments ne pèsent rien au regard du but de ces artifices, qui serait de faire naître un enfant qui puisse disposer des mêmes chances d'épanouissement que tous les autres. Et la concession récente des banques de sperme, les sécos, consistant à délivrer des données non identifiantes, ne répond absolument pas à cet objectif. Il n'existe pas de droit à l'enfant, sauf à le réifier en objet appropriable. Nos grands principes d'égalité et de refus de tout eugénisme sont aussi mis à mal par l'AMP avec don de sperme, c'est-à-dire l'IAD et la FIV avec donneur, qui placent les praticiens en responsabilité de choisir le père génétique de l'enfant, c'est-à-dire de sélectionner d'abord les donneurs de sperme potentiels, puis d'apparier chaque femme receveuse avec le donneur estimé le plus compatible, à la fois pour sa ressemblance avec le père social, mais aussi pour éviter le cumul chez l'enfant de certains facteurs de risque génétique portés par les deux géniteurs. Ces opérations débordent les pratiques sociales usuelles pour le choix d'un partenaire auquel on ne demande pas un bilan médical. Elles reposent sur des critères établis par les banques de sperme elles-mêmes et demeurent largement opaques. Ainsi, les praticiens s'accaparent un pouvoir eugénique potentiellement sans limite, tant que la loi n'établira pas les règles nécessaires et suffisantes. Le développement rapide des identifications génétiques par le séquençage des génomes, actuellement interdit en France mais accessible par Internet, devrait alimenter l'eugénisme de tels appariements. La nouvelle loi prendra-t-elle en compte cette situation qui correspond au privilège des banquiers en sperme comme à la volonté hygiéniste de la biomédecine contemporaine? C'est avec le tri des embryons à l'issue de la FIV, c'est-à-dire le diagnostic génétique préimplantatoire ou DPI, que pourra se manifester pleinement cet eugénisme nouveau, bienveillant et consensuel. Le DPI permet la sélection anticipée des personnes, finalité officiellement interdite par divers textes français et internationaux, et ce n'est qu'en jouant sur le stade précoce du développement où on opère la sélection humaine que celle-ci est autorisée, c'est-à-dire avant que l'embryon ne devienne une personne. La ségrégation de ces personnes potentielles, et donc des enfants à venir, ne peut que s'intensifier avec les progrès génétiques, d'une part, et d'autre part, la révolution biologique qui devrait permettre de concevoir sans douleur, hors toute épreuve médicale, de très nombreux embryons. Les conséquences de cette nouvelle forme de sélection humaine, qui échappe à la coercition et à la violence de l'eugénisme classique, sont variées et potentiellement dramatiques, sans rapport avec celles de l'avortement médical. Il faut comprendre que le tri des embryons permet de choisir le meilleur enfant possible, alors que l'interruption médicale de grossesse n'a pour but que d'éviter le pire. Aussi, l'eugénisme de l'interruption médicale de grossesse se trouve définitivement contenu par le nombre, un seul, et le statut intra-utérin du fœtus, une situation complètement différente de celle du DPI qui intervient sur plusieurs embryons et en laboratoire. Or, des résultats récents montrent chez la souris la possibilité de fabriquer des gamètes à partir de cellules banales, par exemple des cellules de la peau. Il s'agit potentiellement d'une véritable révolution dans l'AMP, puisque le nombre d'embryons produits pourrait être largement augmenté, tandis que leur obtention se passerait des épreuves médicales imposées aux patientes. Pourtant, le DPI et son évolution prévisible occupent peu de place dans les débats en cours. Dans la thématique embryon des États généraux de la bioéthique de 2018, le Comité national d'éthique ne situe la tension éthique, je cite, qu'entre le respect dû à l'embryon comme personne potentielle et l'importance de poursuivre des recherches. Encore une fois, la sélection humaine basée sur le tri des embryons ne sera pas au programme, en attendant que soit disponible le tri de milliers de caractéristiques génétiques parmi des centaines d'embryons, c'est-à-dire la fabrication à la demande de tous les enfants, car on voit mal ce qui empêcherait presque tous les couples, y compris fertiles,
d'accéder à cet extraordinaire saut évolutif. Les coûts engendrés pour la santé publique devraient en effet être inférieurs à celui des naissances malheureuses. Alors nos politiques énonceront doctement que la science est encore une fois allée plus vite que l'éthique. En attendant, les indications du DPI se sont élargies, depuis les maladies particulièrement graves prévues par la loi de 1994 jusqu'au risque de telles maladies. C'est-à-dire que le DPI concerne potentiellement tous les géniteurs. Nous portons tous plusieurs facteurs de risque pour des maladies graves. Et cela explique que dans un mouvement totalisant, le président de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, Jean-Yves Le Déaut, a demandé l'application du DPI à tous les embryons à risque, soit à tous les embryons disponibles in vitro. Pour l'instant, les débats portent plutôt sur l'hypothèse de modifier les embryons grâce à de nouveaux outils. On parle beaucoup de CRISPR-Cas9, mais la CRISPRisation paraît loin d'être maîtrisée. Si les effets hors cible, imprévisibles et largement inexpliqués de la modification du génome sont tolérables pour les animaux et les plantes, quand des avantages productifs sont ainsi obtenus, on voit mal leur acceptation dans notre espèce si la sécurité absolue ne peut pas être certifiée, ce qui est le cas aujourd'hui. Aussi, les discours abondants sur les pouvoirs supposés des nouveaux ciseaux moléculaires occultent la réalité et les perspectives de l'alternative déjà en place, celle du tri des embryons. Trier semble moins invasif pour l'espèce que corriger. Pourtant, si la sélection porte sur de très nombreux embryons issus de nombreuses personnes, elle aura vite un effet sensible sur le génome de l'humanité. Au nom d'un autre principe qui veut que l'humain demeure hors marché, la vente de produits du corps humain, gamètes, embryons, ou l'allocation de ventre féminin dans la GPA sont interdites en France. Pourtant, la transaction par Internet ou le tourisme médical s'amplifie pour contourner la loi. Ainsi, les inégalités sociales s'affirment déjà dans la procréation artificielle, que sa finalité soit médicale ou sociétale, et l'exigence bioéthique proclamée officiellement semble peu compatible avec le libéralisme économique qui sévit partout. Aux États-Unis, ces problèmes sont soumis à la loi ordinaire du capitalisme. D'abord, il n'existe pas d'interdit sur une technique controversée pourvu qu'elle ne mobilise pas l'argent public. Ensuite, la régulation des pratiques ne dépend pas de loi, mais du contrat passé entre les patients et les praticiens pour le plus grand profit des cabinets juridiques. Certains ici rêvent d'un tel libéralisme éthique. Encore un principe que l'on croyait acquis, celui de la complémentarité des sexes. Approuver les critiques portées au conditionnement qui attribue des rôles sociaux spécifiques à chaque sexe, avec la théorie du genre, n'implique pas de renier les différences essentielles entre un homme et une femme, et de remarquer que ces différences font, pour la majorité des humains, le sel de la vie. Or, des hommes veulent s'approprier une fonction féminine fondamentale, celle de porter un enfant, en incitant une femme à assurer la grossesse à leur profit par la GPA. Symétriquement, des femmes recherchent l'annulation de la ménopause, que ne connaissent pas les hommes, en plaçant leurs ovocytes en réserve pour plus tard. Comble de la confusion, une femme transgenre états-unienne vient d'obtenir l'assistance médicale afin d'allaiter l'enfant de sa compagne, mais tout en conservant ses testicules. Ces pratiques, stimulées par la négation des différences sexuelles et de leur complémentarité, trouveront leur accomplissement dans le cyborg asexué que promettent les transhumanistes. Que dire aussi du sort fait au principe de précaution, pourtant inscrit dans la Constitution, quand des institutions comme l'INSERM ou les académies des sciences et de médecine cautionnent le projet de modification génétique d'embryons humains. Il faudra encore beaucoup de temps avant que l'innocuité de telles manipulations soit garantie, et bien des garde-fous à inventer pour que la correction des embryons déficients ne dérive pas en amélioration des embryons normaux. Dans le cas du bébé à 3 parents aussi, la précaution devrait être la règle. Les praticiens et les médias parlent de bébés à 3 ADN pour qualifier l'enfant qui hérite des ADN nucléaires de son père et de sa mère et des mitochondries d'une donneuse. Dans les premiers succès rapportés en 2017, il apparaît que 3 des 4 embryons obtenus avaient une composition chromosomique anormale, c'est-à-dire une aneuploïdie.
De plus, on note la présence dans l'embryon normal, le seul sur 4, de mitochondries à ADN muté apportés dans l'ovule sain en même temps que les chromosomes, et on ignore les conséquences éventuelles de cette mixture d'ADN mitochondrial. Des résultats inquiétants ont été obtenus par des chercheurs espagnols chez la souris, montrant que l'ADN mitochondrial de la donneuse doit être génétiquement proche de celui de la receveuse pour éviter des altérations métaboliques et le vieillissement prématuré. Par ailleurs, il faut noter que ce transfert de matériel nucléaire dans un ovule énucléé correspond à une technique que nous nommons clonage, et que ces manipulations peuvent être l'occasion de la mise au point de cette technique prohibée, mais prohibée seulement quand elle a pour but, je cite, de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivant ou décédée. Article 511.1.2 du Code pénal. Or, le matériel génétique d'un embryon que l'on transfère dans un ovule ne correspond à aucune personne. Il semble alors que le clonage embryonnaire soit une pratique licite. D'ores et déjà, la précaution est négligée dans la pratique de la FIV, quand des risques épigénétiques sont délibérément mis en jeu. Par exemple, quand les embryons sont cultivés in vitro plus de 2 jours, ou soumis à des stress variés tels que l'éclosion assistée, la microcinématographie en continu, des pratiques dont le bilan bénéfice-risque est plus que douteux. Quant à la recherche sur l'embryon, qui doit être susceptible de produire des progrès thérapeutiques majeurs, selon le Code de santé publique, elle ne semble pas répondre aux promesses, même dans les pays où l'encadrement est moins strict. La Grande-Bretagne mène de telles recherches depuis bientôt 30 ans, sans réelle percée thérapeutique. La précaution devrait aussi consister à épuiser les modèles animaux avant de viser les embryons humains, trop rares et hétérogènes pour satisfaire des protocoles scientifiques. Par ailleurs, il est souvent nécessaire de connaître la viabilité future et la normalité des embryons qui ont été soumis à des études ou à des manipulations, ce qui n'est actuellement possible que chez l'animal. Aussi, certains demandent la possibilité de transférer in utero l'embryon humain à l'issue des recherches, lesquelles sont alors qualifiées de soins par le comité d'éthique de l'INSERM, car, selon ce comité, la recherche bénéficie directement à l'embryon lui-même quand, dans un deuxième temps, il peut être transféré dans l'utérus à fin de gestation. Les exigences pour une libéralisation continue des lois de bioéthique se nourrissent du refus d'auto-limitation de la puissance technique. On assiste à une escalade au sein de l'AMP vers des techniques de plus en plus intrusives, même sans raison objective. Par exemple, la FIV, qui n'a pas de véritable indication médicale une fois sur 3, est souvent l'occasion de pratiques inutiles, mais susceptibles d'effets indésirables. La médicalisation de la procréation est aussi requise pour résoudre des problèmes où elle n'est pas nécessaire, comme des situations sociales particulières, telles la GPA ou l'IAD pour les couples homosexuels, ou des infécondités très récentes et inexpliquées. Il s'agirait d'un abus par rapport aux lois qui régissent la procréation biomédicalement assistée, puisque dans ces cas où il n'y a pas infertilité, les actes n'ont pas de légitimation médicale. La légalisation de la PMA pour toutes entraînerait des actes coûteux et non nécessaires à la charge de la société. Elle aggraverait aussi la pénurie de sperme disponible, jusqu'ici réservée à des couples incapables de procréer pour cause d'infertilité masculine. L'AMP est aussi revendiquée dans des cas médicaux graves où elle pourrait constituer l'unique solution. Mais alors c'est en ouvrant la voie pour des applications litigieuses des mêmes techniques. Ainsi, si la stérilité est jugée intolérable, l'assistance à des femmes privées d'utérus peut servir de cheval de Troie pour légitimer la pratique des mères porteuses. Autre exemple, des couples heureusement très rares dont les 2 membres ne génèrent que des gamètes porteurs d'une mutation pour une même maladie grave, et donc ne pouvant concevoir que des enfants atteints, pourraient relever de la correction génétique de leurs embryons si cette technique devient disponible. Cette situation exceptionnelle cautionne l'argumentation de ceux qui souhaitent expérimenter la modification du génome embryonnaire. Mais nul n'empêchera ensuite l'extension de telles manipulations à des pratiques d'amélioration humaine. Ce qui paraît de plus en plus étranger aux acteurs de l'AMP, comme aux éthiciens et politiciens, c'est la notion de limite ou d'interdit.
comme si rien ne devait permettre de refuser tout ce qui est faisable, selon une idéologie de puissance illimitée dont s'est emparé le transhumanisme. Peut-être faudrait-il convenir qu'il existe des situations où la biomédecine n'est pas la meilleure réponse à tous les problèmes que posent les difficultés de conception. Avec l'assistanat médical se trouve nié le principe d'autonomie des personnes, quand les praticiens se font indispensables à toutes les périodes de la vie, depuis la conception jusqu'à la mort. Ainsi, la loi sur la fin de vie n'envisage pas l'autonomie de chaque sujet, pourtant responsable de son existence, et qui devrait pouvoir librement accéder à des modes de suicide dignes, propres et sans douleur. Quant au savoir sur le génome de chacun, il vient d'être mis en œuvre pour 670 millions d'euros en France, avec le programme de séquençage génomique en vue de la dite médecine personnalisée. Les résultats risquent surtout de provoquer des situations d'angoisse et de recherche d'une protection médicale, même si la thérapie génique devait demeurer incompétente. En revanche, ces informations génétiques pourraient justifier la sélection, celle la plus efficace, des futures personnes grâce au DPI. En impliquant les institutions médicales et politiques dans la résolution de leurs problèmes intimes et en se transformant très vite en patients, beaucoup de personnes renient leur autonomie à chaque fois que l'assistance requise n'était pas nécessaire. C'est aussi le cas de personnes homosexuelles, c'est le cas de couples impatients de concevoir et n'imaginant pas d'autre solution que médicale, c'est aussi le cas de personnes homosexuelles dont le mode de vie s'oppose aux relations intersexes. La question n'est plus comment puis-je me débrouiller, mais quel spécialiste résoudra mon problème, comme si le confort de l'aliénation l'emportait sur l'affrontement responsable des situations. Si j'ai souligné que l'aide conviviale à la procréation pourrait parfois se substituer à l'assistance médicale à la procréation, en particulier en réalisant l'IAD sans concours médical, c'est surtout pour appeler les amateurs de technologies encadrées à l'exercice de leur autonomie chaque fois que possible. L'insémination artificielle est un acte simple que nombre de femmes, en particulier les lesbiennes états-uniennes, réalisent avec succès sans aucun concours médical. Il est clair que l'assistance médicale permet surtout de recruter le donneur et que l'exigence de la PMA pour toutes correspond à une défaillance dans l'autonomie des femmes. Ceux et celles qui deviennent patients ou patientes de la biomédecine hors d'un impératif médical se trouvent en contradiction concernant leur autonomie. D'une part, ils la revendiquent en exigeant un droit d'accès à l'AMP, d'autre part, ils la nient en s'en remettant aux spécialistes dont ils acceptent les exigences. Finalement, cette revendication d'apparence libertaire s'inscrit dans le système néolibéral et technicisé qui régit de plus en plus l'économie, mais aussi la bioéthique. On peut lui préférer des relations humaines riches, où les enfants s'inscriraient dans la convivialité des genres, plutôt que dans la mécanisation de la procréation, et déjà dans sa marchandisation. Finalement, c'est la démocratie qui est mise à mal lors de la fabrication de la bioéthique. Afin de résoudre les controverses, un système de large consultation a été inscrit dans la loi de 2011. Il institue des états généraux de la bioéthique qui consistent essentiellement en conférences de citoyens et contributions en ligne sous l'égide du Comité national d'éthique. On sait que dans ce but, le CCNE a constitué en 2018 un groupe nommé Comité citoyen et non conférence de citoyens, comme le prévoit la loi, qui donnera son avis. Mais nous n'avons aucun détail sur la procédure permettant l'information contradictoire la plus complète possible de ces citoyens. En revanche, nous savons que c'est l'avis du comité d'éthique et non pas celui du comité de citoyens qui est attendu par les instances politiques, et que le CCNE, dont les membres affichent des réticences aux technologies controversées, disparaissent progressivement grâce au jeu des renouvellements des membres. Le CCNE s'est déjà prononcé, par exemple, en faveur de la PMA pour toutes, comme l'ont fait nombre d'institutions dont les positions pèseront fort face à celles éventuellement différentes du comité citoyen. La démocratie supposerait la prise en compte d'avis éclairés plutôt que d'opinions préfabriquées. Si le but de la législation bioéthique est l'élaboration de règles qui satisfassent la grande majorité de la population sans porter atteinte aux intérêts légitimes des minorités, c'est-à-dire si l'on veut construire des règles qui correspondent au bien commun,
Il faut se donner les moyens de recueillir l'avis dûment éclairé des citoyens, puis de le respecter. Pourquoi le comité d'éthique ne prend-il pas en compte la procédure des conventions de citoyens pour laquelle une proposition législative a été rendue publique depuis 10 ans ? Dans cette procédure, les jurés citoyens sont indépendants d'intérêts particuliers puisqu'ils sont issus d'un tirage au sort suivi d'une vérification d'indépendance, puis de l'aménagement d'une diversité maximale. Ils sont aussi complètement informés puisqu'un comité de pilotage pluriel assure le concours d'experts au point de vue contradictoire et que le processus se donne le temps indispensable pour le débat interne au groupe. Ils sont abrités des diverses pressions lobbyistes puisqu'ils demeurent anonymes jusqu'au rendu de leur avis, qu'ils rédigent eux-mêmes. Surtout, ils sont portés à définir le bien commun grâce à la manifestation des vertus conjuguées de l'intelligence collective et de l'altruisme. Cette manifestation rare est le fruit de leur responsabilité assumée qui instille l'émulation interne au groupe. Elle ne peut pas apparaître dans un débat public à la va-vite, ni à l'occasion d'échanges désincarnés sur Internet, lesquels sont de plus ou plus souvent organisés. C'est bien parce que l'évolution de la bioéthique prétend s'aligner sur celle que connaîtraient les esprits de l'époque que les consultations de citoyens doivent fuir les formatages médiatiques en recherchant l'indépendance des jurés et la nécessité de savoir pluriel avant d'aviser. La question qui devrait habiter le comité d'éthique n'est pas celle des petits pas, toujours justifiables parce qu'ils ont l'évidence du bon sens. Mais la question est celle de la limite. Dans certaines situations conflictuelles, la pondération est inefficace. Seule vaut l'existence de bornes infranchissables. Ce sont ces bornes qu'il faut rapidement ériger. En effet, il n'y a pas de véritable construction éthique si tout changement consiste en une permissivité progressive et infinie par l'addition de nouvelles exceptions à ce qu'on présentait auparavant comme une règle. La singularité française tant vantée ne serait alors que la marque de notre retard sur ce que font déjà nos voisins. De plus, la réflexion ne devrait pas se limiter à des pratiques déjà disponibles, alors qu'un futur préoccupant se profile activement dans les laboratoires. Ne devrait-on pas affronter en amont des situations plus ou moins imminentes concernant l'humanité, ainsi la sélection humaine, l'humanité augmentée, la conformité à des standards, les inégalités croissantes, plutôt que focaliser le débat sur les exigences de quelques-uns avec la GPA et la PMA pour toutes. On ne construira pas une bioéthique d'apaisement en accordant les fantasmes des humains avec le désir de maîtrise des chercheurs et les projets des investisseurs. Il faut repasser sans cesse par la case départ, celle des citoyens dûment éclairés. Il est exact qu'une société n'est pas une structure immobile et que bien des faits nouveaux, dont l'innovation technique et les changements sociopolitiques, justifient l'adaptation des règles antérieures. Pourtant, ce mouvement ne devrait pas conduire au bouleversement violent et irréversible des valeurs et des modes de vie. Admirons l'évolution naturelle qui sait prendre son temps pour expérimenter la nouveauté. Et inquiétons-nous de l'évolution très rapide des régulations éthiques, telle celle du Comité international de bioéthique qui déclarait en 1997 « Nul ne peut être soumis à la discrimination sur la base de caractéristiques génétiques. Les individus doivent être respectés dans leur singularité et leur diversité. » Avant d'énoncer en 2015 « Le but de renforcer certains caractères et traits des individus et de l'espèce humaine par l'ingénierie des gènes ne doit pas être confondu avec les projets barbares de l'eugénisme. » Certes, la solution eugénique diffère, en particulier parce que la violence et la coercition sont remplacées par l'acquiescement ou même la demande des actes par les personnes elles-mêmes. Mais ce n'est pas la violence autoritaire qui caractérise l'eugénisme, c'est la volonté plus ou moins consciente d'améliorer l'espèce. Et celle-ci est de plus en plus présente dans la biomédecine, dont les moyens scientifiques, techniques et économiques ont une puissance absolument inédite. Rappelons que le Conseil d'État énonçait en 2009 que l'eugénisme peut être le fruit d'une politique délibérément menée par un État et contraire à la dignité humaine. Il peut aussi être le résultat collectif d'une somme de décisions individuelles convergentes prises par les futurs parents dans une société où primerait la recherche de l'enfant parfait. Peut être le fruit d'une politique délibérément menée par un État et contraire à la dignité humaine. Le Conseil d'État disait aussi
Donc l'eugénisme peut être le résultat collectif d'une somme de décisions individuelles convergentes prises par les futurs parents dans une société où primerait la recherche de l'enfant parfait. Alors faut-il augmenter le nombre d'enfants en souffrance avant d'avoir réglé le problème de l'anonymat du donneur de sperme? Faut-il intensifier la pratique de l'insémination avec donneur avant d'avoir établi des garde-fous contre ces dérives eugéniques? Faut-il toujours plus médicaliser des actes que les gens pourraient assumer en toute autonomie? Peut-être que tout a commencé quand, dans le triomphalisme des 30 Glorieuses, on a fait croire que chacun aurait droit à la santé plutôt qu'aux soins. Souvent, la consommation des soins de santé commence par la mise en spectacle d'une promesse, puis elle se nourrit de l'angoisse du manque et de l'utopie de paradis artificiel. Ainsi avance la mise en réalité de l'utopie transhumaniste, de façon insidieuse, parce qu'il n'existe pas de limites claires à partir desquelles il faudrait s'inquiéter. Le transhumanisme progresse par la désertion morale autant que par les désirs de puissance. Il reste à savoir quels bénéfices l'humanité, l'embryon, la science et la biomédecine, respectivement, pourraient retirer de la libéralisation complète de la bioéthique telle qu'elle est proposée par les militants de la sécularisation de l'embryon humain. Je vous remercie. Merci, monsieur, et merci pour le respect absolu de votre temps de parole.